5. L'argent, la corporation bancaire et discrétion. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce que l'argent. L'argent n'est qu'un outil qui permet de faire des échanges de valeurs. Vous achetez pour 0,95 centimes de pain, vous donnez cette même valeur en pièces. Car la monnaie est un repère commun pour la communauté, car communément admise. Donc, c'est les individus qui acceptent en utilisant cette monnaie sa valeur. C'est Shlomo qui téléphone à David en lui disant « Écoute, j'ai une affaire formidable à te proposer, j'ai un camion de pantalons, les pantalons valent $1. Tu les veux ?» Formidable. David prend les pantalons, téléphone à Jonathan et lui dit « Écoute, j'ai une affaire formidable pour toi, un camion de pantalons, $2. Tu les veux ?» Formidable. Jonathan téléphone à Shaoul qui lui propose $3 et l'histoire continue. Jusqu'à ce qu'un certain moment, Moshe téléphone à Christian et lui dit « J'ai une affaire formidable pour toi, des pantalons, $49. » Ah, formidable, dit 49. Formidable, je les prends. Le lendemain, Christian téléphone à Moshe en disant « Écoute, tu es vraiment un escroc. » « Comment je suis un escroc ?»« Mais si, écoute, tu m'as vendu $49 des pantalons immétables. » Qu'est-ce que tu racontes ? Tu sais très bien. J'ai ouvert le camion, il y avait des pantalons, il n'y avait qu'une jambe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des pantalons ? Personne ne me met de pantalons qui a une jambe. Tu n'as rien compris. C'est pas fait pour mettre, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. Et c'est exactement la meilleure leçon qu'on puisse avoir sur ce qui se joue en ce moment, si vous voulez comprendre ce qui se passe dans le système financier moderne. C'est tout, vous avez tout compris quand vous avez compris cette histoire. Si demain tous les Français n'accepteraient plus l'euro et qu'ils utiliseraient des graines, des patates, des cartouches de jeux, des capsules de bière, bref, n'importe quoi, cela fonctionnerait. Par contre, il faudrait que les Français discutent ensemble de quoi à quelle valeur pour que cela devienne un repère commun. N'oubliez pas par rapport à comment vous vivez avec l'argent à l'heure actuelle. Est-ce que vous pensez vraiment dominer ce que vous dominez ? Tiens d'ailleurs une idée. La seule bourse qui existerait vraiment dans l'alternative de ce genre de société, que je vais dépeindre tout au long de cette vidéo, serait la bourse aux semences végétales. Imaginez les possibilités de sauvegarde et de développement de culture de certaines plantes médicinales et gastronomiques que cela produirait. Mais aujourd'hui encore, les plantes jouent un rôle très important dans la médecine chinoise traditionnelle. Sur ce terrain aussi, le ginkgo recèle bien des vertus. Contre l'asthme, la toux et les problèmes pulmonaires. Ces feuilles séchées sont également utilisées contre les maladies cardiovasculaires. L'université de sylviculture de Pékin. Le professeur Zhang et le professeur Zheng sont dendrologues, c'est-à-dire spécialistes de la reconnaissance et de la classification des arbres. Ils ont entendu parler de plusieurs peuplements de ginkgo sauvages et veulent vérifier ces informations. Parmi 15 sites possibles, ils choisissent une région montagneuse reculée près du fleuve Yangtze. Personne n'a encore réussi à prouver qu'il restait des ginkgos sauvages. Une telle découverte serait un véritable scoop. Sauvage ou cultivé, le ginkgo possède les mêmes propriétés pharmacologiques. Il y a plus d'un siècle, le pharmacien allemand Wilmar Schwabe a découvert dans ses feuilles des substances améliorant les capacités cérébrales et la mémoire. Pour en savoir plus, nous nous rendons à Bordeaux, où se trouve une immense plantation de ginkgo destinée à un laboratoire pharmaceutique. L'arbre miraculeux est un produit phare de la phytothérapie. La méthode de récolte a été spécialement développée pour ne prélever que les feuilles des arbres. Les increvables ginkgos s'en remettent sans problème. Les ginkgos est un arbre très résistant, donc on n'a pas besoin d'appliquer de pesticides sur les ginkgos. Il n'y a pas d'herbicides, pas d'insecticides, pas de fongicides. Il est résistant aux champignons, il est résistant aux insectes. La plantation de Saint-Jean-d'Ilac fournit 600 tonnes de feuilles par an, une manne économique non négligeable pour la région. La matière première est transformée directement sur place.
Une fois débarrassées des branches et des jeunes pousses, les feuilles sont séchées, puis mises en balles pour leur transport jusqu'à l'usine d'extraction en Allemagne. De la feuille de ginkgo au comprimé, une véritable métamorphose. Sous cette nouvelle forme, les principes actifs contenus dans les feuilles ont de nombreuses indications. Ils sont réputés pour leur effet bénéfique sur la capacité cérébrale. Le ginkgo protège les cellules des dégâts provoqués par les radicaux libres et les aide à se régénérer. L'effet souhaité est une amélioration de la mémoire et de la capacité d'apprentissage, en particulier chez les personnes âgées. Des études ont prouvé que l'extrait de ginkgo stimulait la sécrétion de dopamine dans le cerveau. Nos propres recherches ont aussi montré que la dopamine jouait un rôle essentiel dans la formation de la mémoire à long terme. Nous pensons que si l'extrait de ginkgo améliore la capacité d'apprentissage et la mémoire, c'est justement parce qu'il stimule la sécrétion de dopamine. Quand un homme ou un animal se trouve en situation d'apprentissage, comme nos souris dans la Shuttlebox, son cerveau sécrète alors de la dopamine, ce qui active la mémoire à long terme. Et le ginkgo semble renforcer ce phénomène. L'effet du ginkgo est mesurable, mais limité. Les souris apprennent plus facilement, mais seulement dans une certaine mesure. On ne peut pas s'attendre à ce qu'une souris stupide, si je puis dire, devienne très intelligente grâce au ginkgo. Les statistiques montrent que c'est efficace, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles. Le ginkgo est réputé pour sa résistance aux maladies qui affectent de plus en plus les arbres de nos villes. À l'École supérieure des sciences appliquées de Göttingen, le professeur Rolf Kehr étudie les maladies des arbres d'ornement. Des prélèvements réalisés sur un hêtre malade ont été mis en culture. En quelques semaines, un champignon, l'ustuline brûlée, s'est développé. Un parasite qui peut aussi s'attaquer au ginkgo. On connaît de nombreux cas d'arbres exotiques dont on a clamé au départ qu'ils résistaient à tout. Mais au bout de quelques dizaines d'années, on a fini par s'apercevoir qu'ils étaient vulnérables à certaines maladies. Cela peut s'expliquer de deux façons. Soit les agents pathogènes qui s'attaquent à ces espèces exotiques n'arrivent que plus tard dans nos régions, ce qui fait que la maladie se déclare soudainement avec 20 ans de retard, par exemple. Soit il arrive que ces arbres finissent par attraper des maladies locales. Le ginkgo est un arbre que j'aime beaucoup, mais il ne faut pas le planter partout. On ne peut pas attendre de lui qu'il résiste à tout, parce qu'aucun arbre n'est invulnérable. Il suffit de voir ce qui se passe avec d'autres espèces. Il faudrait s'attacher à diversifier nos arbres d'ornement, car c'est un gros problème auquel on est confronté aujourd'hui. La diversité génétique des arbres est tellement faible dans nos villes que lorsque des maladies ou des parasites apparaissent, les pertes sont tout de suite énormes. La découverte des ginkgos sauvages permettra peut-être de renouveler le patrimoine génétique des ginkgos de culture pour mieux les protéger de maladies. Et qui sait, le doyen des arbres possède peut-être encore de nombreuses vertus à découvrir. Le but de cette bourse est de donner une valeur à des semences, afin que chaque personne qui manipule ces valeurs veille à la dissémination des plantes rares en replantant ces diverses graines afin de récolter plus de semences avant de les rééchanger. Évidemment, si un peuple remarque une fraude et qu'il y a des preuves factuelles et indiscutables, il y aura coordination de toutes les communautés impactées sur l'enquête de responsabilité. Pas de place pour les nuisibles. Je vous expliquerai ça plus tard. Après, il faut comprendre comment est généré l'argent. Initialement, les communautés anciennes battaient leur monnaie dans leur propre communauté afin de faciliter le troc sur des objets. Ils battaient autant de monnaie que la somme des objets de valeur qu'ils possédaient. L'argent ne tombe pas du ciel, il se fabrique. Les valeurs des objets variant selon les situations et les individus,
Ils commencèrent à s'organiser, à décider quoi avait telle valeur, toujours dans leur communauté d'origine. Après cela, la caste des marchands rentre en jeu. Profitant de leur capacité nomade pour faire voyager les marchandises, ils s'enrichissent en essayant de vendre leurs marchandises plus cher que le prix de vente initial. Normal, il faut faire une marge pour vivre. Et c'est là que c'est intéressant. Initialement, enfin je me base surtout sur le Moyen-Âge, la police devait surveiller que les transactions respectaient le juste prix. Définition, le prix souhaitable en fonction d'appréciations considérées éthiques, afin d'éviter toute forme d'abus qui serait considéré comme du vol. D'ailleurs, pendant longtemps, personne ne savait si les commerçants allaient au paradis, car les marchands étaient vus comme des voleurs. Dans un stéréotype, il y a toujours une part de réalité. Je crois d'ailleurs que c'est à la Révolution française, quand Voltaire a importé le libéralisme anglo-saxon, que la police n'a plus eu le droit de protéger le peuple des spéculateurs, et que celle-ci a commencé à ressentir le mal-être que nos gardiens de la paix connaissent que trop bien. Donc les anciennes communautés, initialement, battaient autant de monnaie qu'ils avaient de valeurs nobles, or, argent, pierres précieuses, objets d'artisanat. Mais quand les communautés ont grossi, ce sont des organismes spécialisés et particuliers qui sont nés et se sont développés, les banquiers. Initialement, ils étaient rattachés aux organisations des communautés, puis ont gagné en puissance et en indépendance, en commençant à faire des prêts à intérêt pour les communautés étrangères. Quand je dis indépendance, il faut comprendre comment le système de prêt fonctionne. D'où vient l'argent ? La question évoque généralement l'image de la fabrication des billets ou des pièces. En effet, on croit souvent que c'est le gouvernement qui crée l'argent. C'est vrai, mais seulement en partie. Ces symboles en papier et en métal que nous appelons l'argent sont en fait fabriqués par une agence fédérale, la monnaie. Mais la plus grosse quantité d'argent en circulation n'est pas fabriquée par la monnaie. Tous les jours, des montants colossaux d'argent sont créés par des entreprises privées, par les banques. On croit souvent que les banques prêtent l'argent que les déposants leur ont confié. Mais pas du tout. En fait, les banques créent l'argent qu'elles prêtent. Pas à partir de leurs bénéfices, ni à partir de l'argent déposé, mais directement à partir des promesses de remboursement faites par les emprunteurs. La signature d'un emprunteur l'engage à payer le montant de son emprunt plus des intérêts. Sinon, il perd la maison, la voiture ou tout autre bien qu'il a acheté. C'est une très lourde obligation pour l'emprunteur. En contrepartie, que fait la banque ? Elle crée le prêt par un tour de passe-passe. Elle l'inscrit au compte de l'emprunteur. Ça vous semble un peu exagéré ? Impossible, direz-vous ? Voyons un peu comment ce miracle bancaire se produit. Au fil de l'histoire, l'argent a pris bien des formes. Il fallait simplement que l'argent soit portable et qu'un nombre suffisant de gens soient confiants de pouvoir l'échanger contre des choses de valeur bien réelles, comme de la nourriture, des vêtements ou une maison. L'argent a pris la forme de fèves de cacao, de coquillages, de pierres et même de plumes. L'or et l'argent étaient des métaux attrayants, faciles à travailler. Certaines cultures sont devenues expertes dans ce travail. En frappant des pièces de monnaie, unité standard dont le poids et la pureté étaient certifiés, les orfèvres ont facilité le commerce. Bien vite, pour protéger tout son or, l'orfèvre a eu besoin d'une chambre forte. Les villageois sont venus frapper à sa porte. Ils voulaient louer un peu de place dans cette chambre forte pour garder leur or et leurs objets de valeur bien en sécurité.
L'orfèvre a fini par louer tout son espace dans sa chambre forte. La location lui a rapporté un petit bénéfice. Les années sont passées et notre orfèvre a constaté une chose fort importante. Les déposants venaient rarement chercher leurs pièces d'or et ils ne venaient jamais tous en même temps. Il faut dire que les reçus faits par l'orfèvre étaient utilisés sur le marché comme s'ils étaient véritablement l'or qu'ils représentaient. Cet argent papier était plus pratique que les lourdes pièces et les montants pouvaient tout simplement être écrits au lieu d'être comptés laborieusement. Entre-temps, l'orfèvre a commencé une autre affaire. Il s'est mis à prêter son or en demandant des intérêts. Comme les reçus devenaient de plus en plus acceptés à titre de paiement, les emprunteurs ont demandé leur emprunt sous cette forme. Et comme l'industrie prenait de l'expansion, de plus en plus de gens ont demandé des prêts à l'orfèvre. Alors, l'orfèvre a eu une idée plus géniale encore. Il savait que ces déposants venaient rarement chercher leurs pièces d'or. Il a donc pensé qu'il pouvait faire des prêts couverts par l'or de ces déposants. Aussi longtemps que les emprunts seraient remboursés, les déposants n'en sauraient rien. Et l'orfèvre, maintenant plus banquier qu'artisan, ferait de gros bénéfices. Pendant des années, en secret, l'orfèvre a tiré de bons revenus des intérêts sur les dépôts de ses clients. Maintenant gros prêteur, il devenait sans cesse plus riche et il commençait à étaler ses richesses. Les gens l'ont alors soupçonné de dépenser l'argent de ses déposants. Ensemble, ils l'ont menacé de retirer tout leur or si l'orfèvre ne s'expliquait pas sur sa richesse si soudaine. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la situation n'a pas tourné au désastre pour l'orfèvre. Malgré sa duplicité, il a pu montrer que les déposants n'avaient rien perdu. L'or était toujours en sécurité dans la chambre forte. Au lieu de reprendre leur or, les déposants ont demandé à l'orfèvre, devenu leur banquier, de leur verser une partie des intérêts. C'est ainsi que les banques sont nées. Le banquier payait un taux d'intérêt bas sur les dépôts et il faisait payer un dépôt d'intérêt plus élevé sur les prêts. La différence couvrait les frais de fonctionnement et ses bénéfices. La logique du système était simple comme bonjour et semblait être un moyen raisonnable de satisfaire la demande de crédit. Mais les banques ne fonctionnent plus du tout comme ça. L'orfèvre banquier n'était pas du tout satisfait du revenu qui restait après le partage des bénéfices avec ses déposants. La demande de crédit augmentait rapidement, mais ses prêts restaient limités par le montant d'or dans la chambre forte. Alors, une idée plus géniale encore lui est venue à l'esprit. Puisqu'il était le seul à savoir combien d'or il y avait dans la chambre forte, il pourrait prêter des chèques garantis par de l'or qui n'existait même pas. Aussi longtemps que les déposants ne viendraient pas tous en même temps réclamer leur or, personne ne le saurait. Ce nouvel arrangement fonctionnait à merveille et le banquier est devenu immensément riche avec les intérêts payés sur de l'or inexistant. L'idée que le banquier puisse créer de l'argent à partir de rien était trop outrageuse. Longtemps, personne n'a rien soupçonné. Mais le pouvoir d'inventer de l'argent est monté à la tête du banquier. Bientôt, l'importance des prêts et l'opulence du banquier ont déclenché de nouveaux soupçons. Certains emprunteurs ont demandé de l'or véritable plutôt que des chèques, et les rumeurs ont monté. Plusieurs déposants fortunés sont venus réclamer leur or. La fin du jeu était proche. Une foule de gens, brandissant des chèques, se sont rassemblés devant les portes closes de la banque. Hélas, le banquier n'avait pas assez d'or pour couvrir tout l'argent papier qu'il avait émis. Pour la première fois, il y avait une ruée sur la banque. Et c'est un phénomène qui épouvante tous les banquiers.
Ce phénomène de retrait massif a ruiné des banques individuelles et a endommagé la confiance du public envers les banquiers. Il aurait été simple alors d'interdire cette pratique de créer de l'argent à partir de zéro. Mais les immenses crédits offerts par les banquiers étaient devenus essentiels à l'expansion du commerce européen. La pratique a donc été légalisée et réglementée. Les banquiers ont accepté de respecter des limites sur les montants d'argent fictifs qu'ils pouvaient prêter. Mais ces montants fictifs restaient bien supérieurs à la valeur réelle de l'or déposé dans la chambre forte. Bien souvent, le taux était de 9 $ fictifs pour 1 $ en or. Des inspections surprises permettaient de faire respecter ces réglementations. Un arrangement a aussi été conclu. En cas de ruée sur une banque, les banques centrales soutiendraient les banques locales en leur prêtant de l'or. La bulle du crédit, créée par les banquiers, ne pourrait pas crever et le système ne pourrait pas s'effondrer, sauf s'il y avait beaucoup de ruées sur les banques en même temps. Petit à petit, le système de réserve fractionnelle, soutenu par une banque centrale, est devenu le système monétaire dominant dans le monde. Et la fraction d'or qui garantissait l'argent créé par le processus de dette est progressivement arrivée à zéro. La nature même de l'argent a changé. Autrefois, un dollar en papier était en fait un reçu avec lequel on pouvait réclamer un poids fixe d'or ou d'argent. Actuellement, un dollar papier ou un dollar numérique peut uniquement être échangé pour un autre dollar papier ou un autre dollar numérique. Autrefois, le crédit créé par une banque privée existait sous forme de billets de banque privée. Les gens avaient le droit de refuser ces billets, tout comme ils peuvent refuser un chèque personnel aujourd'hui. À présent, le crédit créé par une banque privée est légalement convertible en devises fiduciaires émises par le gouvernement, comme les dollars, les livres sterling ou les euros. Les devises fiduciaires sont des devises créées par un décret gouvernemental. Des lois en font la monnaie que les citoyens doivent accepter pour paiement. Alors la question subsiste. Si les gouvernements et les banques peuvent tout simplement créer de l'argent, combien y a-t-il d'argent dans le monde ? Autrefois, le montant total d'argent était limité par les quantités physiques des éléments utilisés comme garantie. Par exemple, pour créer plus d'argent basé sur l'or, il fallait trouver davantage d'or. À présent, on crée vraiment l'argent à partir de dettes. Chaque fois que quelqu'un fait un emprunt à une banque, de l'argent est créé. Le montant total d'argent qu'il est possible de créer n'a qu'une seule limite réelle, le montant total de la dette. Les gouvernements placent une limite légale sur la création d'argent fictif, en imposant des règles sur les obligations de réserve fractionnelles. Mais ces obligations sont fondamentalement arbitraires. Elles varient d'un pays à un autre, d'une époque à une autre. Longtemps, il a été commun d'exiger que les banques aient au moins 1 $ en or en réserve pour garantir 10 $ d'argent dette. Aujourd'hui, les ratios de réserve minimale ne s'appliquent plus du tout au rapport entre argent nouvellement créé et or en dépôt. Elles s'appliquent uniquement au rapport entre argent nouvellement créé et argent existant. Aujourd'hui, les réserves d'une banque sont faites de deux choses. Le montant en devise bien réelle qu'elle a déposé à la banque centrale et le montant total de son argent dette. Petite illustration. Imaginons qu'une nouvelle banque vient de démarrer et qu'elle n'a pas encore de déposants. Mais ses investisseurs ont déjà fait un dépôt de réserve de 1111 $ et 12 cents en cash,
Le ratio de réserve est de 9 pour 1. Étape numéro 1. La banque accueille son premier client pour un emprunt. Notre client a besoin de 10 000 $ pour une voiture d'occasion. Avec un ratio de 9 pour 1, la réserve déposée autorise la banque à créer légalement, comme par magie, 9 fois ce montant, soit 10 000 $. Ces 10 000 $ n'existent nulle part physiquement. C'est de l'argent nouveau, tout simplement versé au compte de l'emprunteur en tant que crédit. C'est de l'argent dette. L'emprunteur peut faire un chèque pour payer sa voiture. Étape numéro 2. La vendeuse de la voiture dépose les 10 000 $ d'argent nouveau à sa banque. Contrairement à l'argent déposé à la banque centrale, cet argent nouveau ne peut pas être multiplié par le ratio de réserve. Il doit être divisé par ce ratio. Avec le même ratio de 9 pour 1, il est donc possible de créer un nouveau prêt de 9 000 $ à partir du premier dépôt de 10 000 $. Étape numéro 3. Si ces 9 000 $ sont déposés par une troisième personne, à la même banque ou dans une autre banque, ils permettent légalement un troisième crédit bancaire, cette fois pour 8 100 $. Comme les poupées russes, qui s'emboîtent et deviennent toujours plus petites, chaque nouveau dépôt peut mener à un prêt toujours plus petit, et cette série décroissante est infinie. Par contre, si l'argent fictif créé par l'emprunt n'est pas déposé à la banque, le processus s'arrête. C'est la partie imprévisible du mécanisme de création de l'argent. Mais le plus probable, c'est qu'à chaque étape, le nouvel argent sera déposé à la banque et que le processus se répétera bien des fois, et que finalement, presque 100 000 $ d'argent nouveau sera créé. Tout cet argent nouveau est créé à partir du processus de dette uniquement. Et tout ce processus est légalement autorisé par le petit dépôt de réserve initial de 1 111 $ et 12 cents qui demeure intouché à la Banque centrale. Autre facteur important. Avec ce système ingénieux, les registres de chacune des banques doivent montrer que la banque a 10% de plus en intérêt qu'en prêt. C'est donc un incitatif très fort pour une banque de solliciter des dépôts afin de pouvoir prêter davantage. Tout ceci crée l'idée fausse que l'argent vient des dépôts. À moins que chaque prêt successif ne soit déposé à la même banque, aucune banque ne peut prétendre avoir multiplié sa réserve initiale de presque 90 fois uniquement par des crédits bancaires. Mais il faut bien comprendre que le système bancaire est un circuit fermé. Un crédit créé dans une banque devient un dépôt dans une autre banque et vice-versa. En fin de compte, l'effet est grosso modo le même que si tout se passait dans une seule et même banque. En résumé, la réserve initiale d'un peu plus de 1 111 $ à la Banque centrale permet de récolter des intérêts sur des sommes allant jusqu'à 100 000 $, que la banque n'a jamais eu. Ça vous semble absurde? Écoutez un peu. En quelques décennies, à cause du lobbying féroce des banques, les obligations de réserve ont quasiment disparu dans plusieurs pays. Et les ratios actuels de réserve peuvent être bien plus élevés que 9 pour 1. Pour certains types de comptes, 20 pour 1 et même 30 pour 1 sont tout à fait communs. Plus récemment encore, les banques ont trouvé le moyen de complètement contourner les obligations de réserve en faisant payer des frais de dossier en plus du capital prêté. Alors, bien que les règles soient compliquées, la réalité est toute simple. Les banques peuvent créer autant d'argent qu'on est capable d'en emprunter.
En dépit des images qu'on nous montre, l'argent créé par le gouvernement représente en général moins de 5% de l'argent en circulation. Aujourd'hui, plus de 95% de l'argent a été créé par quelqu'un qui a signé une reconnaissance de dette à une banque. Ces crédits bancaires apparaissent et disparaissent en quantité phénoménale tous les jours, au fur et à mesure que des prêts sont accordés ou remboursés. Les banques ne peuvent utiliser ce genre de système qu'avec la coopération des gouvernements. Premièrement, les gouvernements passent des lois qui imposent l'utilisation de la devise nationale. Deuxièmement, les gouvernements permettent que les crédits créés par les banques privées soient payables dans leur devise nationale. Troisièmement, les cours de justice gouvernementales font respecter les obligations de paiement des dettes. Et enfin, les gouvernements adoptent des règlements qui assurent le fonctionnement et la crédibilité du système monétaire sans rien faire pour informer le public de l'origine véritable de l'argent. La simple vérité, c'est que quand on signe les papiers d'un emprunt ou d'une hypothèque, la seule chose réelle est notre reconnaissance de dette. Cette reconnaissance de dette est garantie par nos actifs qui seront confisqués si on ne peut pas payer les remboursements. Pour toute personne qui croit que nous allons honorer notre promesse, cet accord de prêt ou d'hypothèque est maintenant un papier échangeable et vendable. Ce papier représente une forme d'argent. L'emprunteur obtient de l'argent grâce à son soi-disant prêt bancaire. Dans le monde réel, un prêt implique que le prêteur a quelque chose à prêter. Si vous avez besoin d'un marteau, ma promesse de vous prêter un marteau que je n'ai pas ne vous servira strictement à rien. Mais dans le monde artificiel de l'argent, la simple promesse faite par une banque de vous prêter de l'argent est considérée comme de l'argent véritable. Ici encore, la vérité est simple. Sans le document signé par l'emprunteur, le banquier n'a rien du tout à prêter. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment tout le monde, les gouvernements, les entreprises, les familles, peut être endetté en même temps et pour des sommes aussi colossales? Est-ce que vous vous êtes demandé comment il peut y avoir autant d'argent à emprunter? Maintenant, vous le savez. Il n'y en a pas. Les banques ne prêtent pas l'argent. Elles le créent. Et c'est de l'argent dette. Comme la dette est potentiellement illimitée, la quantité d'argent créée est illimitée, elle aussi. Mais l'inverse est vrai également. Vous n'êtes pas étonné qu'en dépit de toutes nos ressources, toutes nos inventions et toute notre productivité, nous soyons presque tous si lourdement endettés, aussi bien les gouvernements que les entreprises et les particuliers? Ah, si seulement les gens cessaient de se demander comment est-ce possible? Comment se peut-il que les gens qui produisent toute la richesse réelle soient endettés envers les gens qui ne font que prêter de l'argent, symbole de cette vraie richesse? Le plus étonnant, c'est qu'une fois que nous réalisons que l'argent est en fait une dette, nous comprenons que sans dette, il n'y aurait pas d'argent.
Si toute cette explication est nouvelle pour vous, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens s'imaginent que si toutes les dettes étaient payées, la situation économique irait beaucoup mieux. C'est sûrement vrai au niveau individuel. Quand on a remboursé ses prêts, on a davantage d'argent à dépenser. Mais il est faux de croire que s'il n'y avait plus de dettes, il y aurait davantage d'argent à dépenser. En fait, c'est tout le contraire. Sans dette, il n'y aurait pas d'argent du tout. Alors, vous voyez, nous dépendons complètement du renouvellement continu du crédit bancaire. Pas de prêt, pas d'argent. C'est exactement ce qui s'est passé durant la Grande Dépression. La quantité d'argent a fondu radicalement quand la quantité des prêts a chuté. Il faut bien souligner que les banquiers créent uniquement le montant du principal. Ils ne créent pas l'argent qui sert à payer les intérêts. Alors, d'où vient cet argent ? Le seul endroit où les emprunteurs peuvent obtenir de l'argent pour payer les intérêts est l'ensemble des fonds de l'économie générale. Mais presque tous ces fonds ont été créés de la même façon, à partir de crédits bancaires. Donc partout, il y a des emprunteurs qui se trouvent dans la même situation. Ils cherchent désespérément l'argent pour rembourser le principal et les intérêts dans une réserve globale d'argent qui ne contient que le principal. Il est tout à fait impossible pour tout le monde de payer le principal plus les intérêts, car l'argent des intérêts n'existe pas. Une formule mathématique simple le montre. Le grand problème, c'est que pour les emprunts à court terme, comme les hypothèques et les emprunts gouvernementaux, où les intérêts dépassent de loin le principal, les risques de saisie et donc les dangers pour l'économie sont très grands, à moins de créer beaucoup d'argent pour payer les intérêts. Pour que la société continue de fonctionner, le taux des saisies doit rester bas. De plus en plus de nouvelles dettes doivent être créées pour trouver l'argent qui servira à payer les dettes précédentes. Alors bien sûr, la dette totale augmente et les intérêts aussi, ce qui cause une escalade exponentielle de l'endettement. Seul le temps qui sépare la création des nouveaux emprunts et leur remboursement empêche le manque d'argent global de mettre le système en faillite. Mais pendant que le monstre du crédit bancaire grossit, le besoin de créer toujours plus d'argent pour le nourrir devient toujours plus urgent. Pourquoi les taux d'intérêt sont-ils si bas ? Pourquoi recevons-nous des cartes de crédit que nous n'avons jamais demandées ? Pourquoi est-ce que le gouvernement dépense plus vite que jamais ? Est-ce que ce ne serait pas pour éviter l'effondrement de tout le système monétaire ? On peut donc se demander, est-ce que ça peut continuer infiniment ? Est-ce qu'un effondrement n'est pas inévitable ? L'argent facilite la production et le commerce. Quand la quantité d'argent augmente, l'argent perd progressivement de sa valeur. C'est l'inflation. À moins que le volume de production et de commerce dans le monde réel augmente proportionnellement pour compenser cette augmentation. Ajoutez à cela que quand on parle d'une croissance économique de 3% par an, par exemple, on pourrait croire que c'est un taux constant. Eh bien pas du tout.
Les 3% de cette année représentent plus de matériaux, plus de produits, plus de services que les 3% de l'année précédente, car il s'agit de 3% d'un nouveau total. Ce n'est donc pas une ligne plate, continue, mais une courbe exponentielle de plus en plus raide. Le véritable problème est qu'une croissance perpétuelle de l'économie réelle exige une escalade perpétuelle de la consommation des ressources et de l'énergie. De plus en plus de choses doivent passer de l'état de ressources naturelles à celui d'ordures, année après année, juste pour éviter l'effondrement du système. La situation est grave, très grave. Alors quoi faire ? Pour commencer, un concept radicalement différent de l'argent s'impose. Le temps est venu pour les gens de se poser 4 questions simples et de les poser à leur gouvernement. Partout dans le monde, les gouvernements empruntent de l'argent avec intérêt aux banques privées. La dette gouvernementale est une composante majeure de la dette globale. Et une énorme partie de nos taxes va au paiement de cette dette. Maintenant, nous savons que les banques créent l'argent qu'elles prêtent et que les gouvernements les autorisent à le faire. Nous savons aussi que les gouvernements créent les devises par décret et qu'ils ont au moins le même droit que les banques de créer leur propre argent. Alors, première question. Pourquoi est-ce que les gouvernements choisissent d'emprunter de l'argent aux banques privées avec intérêt quand ils pourraient créer tout l'argent qu'il leur faut sans intérêt? Deuxième question. Pourquoi créer de l'argent à partir du processus de dette? Pourquoi pas créer de l'argent qui circule en permanence et qui ne doit pas sans cesse être réemprunté pour exister? Troisième question. Comment un système monétaire fondé sur l'accélération perpétuelle de la croissance peut-il servir à construire une économie durable? N'est-il pas évident qu'une croissance en accélération perpétuelle est incompatible avec la durabilité? Et finalement, pourquoi notre système actuel dépend-il entièrement d'une croissance perpétuelle? Que faut-il changer pour créer une économie durable? Imaginons une société capable de durer des siècles parce qu'au lieu de piller ses ressources, elle consomme uniquement ce qu'il lui faut dans l'immédiat. On ne coupe pas plus d'arbres qu'il n'en pousse. Toute l'énergie est renouvelable, solaire, gravitationnelle ou géothermique, magnétique ou autre. Cette société vit dans les limites de ses ressources non renouvelables en réutilisant et en recyclant tout. Et la population n'augmente pas en nombre. Cette société ne pourrait jamais fonctionner avec un système monétaire qui dépend complètement d'une croissance en accélération perpétuelle. Une économie stable aurait besoin d'une quantité d'argent qui puisse rester stable. Imaginons que cette quantité totale d'argent stable est représentée par ce grand cercle. Imaginons aussi que les prêteurs doivent vraiment avoir de l'argent à prêter. Si des prêteurs, à l'intérieur de ce cercle, commencent à prêter de l'argent avec intérêt, leur part d'argent va s'agrandir. S'ils continuent de prêter, toujours avec intérêt, l'argent remboursé, quel sera le résultat? Que l'argent vienne de l'or, d'un décret gouvernemental ou d'une dette, les prêteurs vont s'accaparer la totalité de l'argent. Et après toutes les saisies, toutes les faillites, ils seront propriétaires de tous les biens immobiliers.
Pour régler ce problème, il faudrait que les gains résultant des prêts avec intérêt soient distribués également parmi la population. Une taxation lourde des bénéfices bancaires pourrait être une solution. Mais alors, quel intérêt les banques auraient-elles d'être en affaires? Si nous pouvions un jour nous libérer de cette situation, nous pourrions imaginer les banques comme des services sans but lucratif, qui travailleraient au service de la société. Les banques verseraient des dividendes universels aux citoyens ou prêteraient carrément sans intérêt du tout. Si tous ces problèmes viennent de la nature fondamentale du système, inutile d'essayer de bricoler le système. Il faut le remplacer. Beaucoup de critiques réclament un retour à l'étalon or, disant qu'il a fait ses preuves de fiabilité. Ils ignorent les arnaques qui peuvent être commises avec l'or. Limer les pièces, altérer le métal, le déprécier, accaparer le marché. Bref, toutes les pratiques déjà utilisées du temps de l'ancienne Rome qui ont contribué à sa chute. Certains préconisent un étalon argent, car ce métal est plus abondant que l'or, ce qui rend plus difficile le monopole du marché. Mais beaucoup de gens questionnent la pertinence de revenir aux métaux précieux. L'idée de porter de gros sacs pleins de pièces n'enchante personne. L'argent papier, l'argent numérique, le plastique, ou plus probablement l'argent biométrique seront les moyens d'échange. Et ils présentent ce potentiel de créer de l'argent dette en quantité illimitée. En définitive, si l'or était à nouveau le seul étalon, tous les gens qui n'ont pas d'or se retrouveraient tout à coup sans argent. D'autres partisans des réformes monétaires ont conclu que l'avarice et la malhonnêteté sont les principaux problèmes et qu'il y a sans doute de meilleurs moyens de créer un système monétaire équitable et honnête sans passer par l'argent ou l'or. La réforme monétaire, comme la réforme électorale, est un vaste sujet qui exige une volonté de penser autrement et de changer. La réforme monétaire, comme la réforme électorale, ne sera pas facile, car les intérêts puissants qui bénéficient du système feront l'impossible pour conserver l'avantage. Sachant que l'argent n'est qu'une idée, et qu'en réalité, l'argent est uniquement ce qu'on fait de lui, voici une option simple à considérer. Le modèle suivant est basé sur des systèmes qui ont fait leurs preuves On nous a trompés. Ce qu'on appelle démocratie et liberté sont devenus en réalité une forme ingénieuse et invisible de dictature économique. Aussi longtemps que notre société dépendra du crédit bancaire pour son apport d'argent, les banquiers continueront de décider qui reçoit de l'argent ou pas.
Peu de gens savent aujourd'hui que l'histoire des États-Unis, depuis la Révolution de 1776, a été en grande partie une lutte épique pour se libérer du contrôle des banques mondiales dominées par les Rothschild. Cette lutte a finalement été perdue en 1913, quand le président Woodrow Wilson a signé la loi de la réserve fédérale, donnant le pouvoir de créer l'argent américain à un cartel de banques internationales. Le système moderne de l'argent-dette est né il y a un peu plus de 300 ans, quand la première banque d'Angleterre a été créée par une charte royale lui autorisant des prêts fractionnels de dépôt d'or au ratio de 2 pour 1. Ce modeste ratio était le premier pas. Le système est maintenant mondialisé. Il crée des quantités virtuellement illimitées d'argent à partir de rien. Et presque tout le monde sur la planète est enchaîné à une dette sans cesse grandissante, qui ne pourra jamais être repayée. Est-ce que tout cela serait arrivé purement par accident? Ou est-ce qu'il y a conspiration? De toute évidence, l'enjeu est considérable.
submitted for your approval. 1. First National Bank. What is a bank, you ask? A curious place where both space, time, and irony exist. And yet, don't. Are you gonna be doing that the whole time? Pay attention, Pyle. Exhibit A. Those who have come to deposit and safely store their earned monies. Exhibit B. Those who need to borrow said money for purposes unknown. Hey! That's me! Ergo, Exhibit C. The bank only has so much money in the vault to lend out to people such as you. Hey, that's the guy! He took my house! Really screwing my vibe here, Pyle. Space-time continuum. He can't hear you. Just let me narrate. Now, where was I? So you see, by the time he got to you, Pyle, his bank was out of money. But he gave me lots of money and charged me a lot of interest. Yes, that's the only way banks make money, by making debt loans. Debt equals money, Pyle. Remember that. Debt equals money. The more loans they make, the more money they make. But if they don't have any money, then where did my money come from? You're gonna want to take a step back, Pyle. Whoa! No way! Yes way. And that's nothing. Hey, buddy, need some money? They didn't do that. Oh, they did exactly that, Pyle. Remember, banks make money by making loans, by selling debt, even to bad credit risks. Yo, have some money, dude. Just sign here. Oh my gosh! They called it free money. Yeah, that's exactly what my loan guy told me. Free money. But it ain't free. The worst Pyle was offering money to people who don't even need it. People, Pyle, like you. You're right. I didn't need him. I was happy here. I didn't need it. Why's he sad? He's making all that money. Shh. He's thinking. Now wait for it. Now wait for it. Bingo. See, the bank is loaned to everyone in town, but to make more money, they have to loan even more. More? How much money do they need? More. Oh, what's that? Behold, a black horse riding. Credit card. You know, wait a second, Hartman. I just thought of something. If I got this money from the bank, and the bank got it from the Federal Reserve dump trucks, Go on. then where does the Federal Reserve get their money? Real nice time, ladies. Real nice. Now, excuse me while I borrow these. Say, Hartman, why am I wearing a burglar bikini top? Because no one is allowed inside the Fed. Not you, not me, no American citizen, no duly elected member of our Congress, not the Supreme Court. Not the Supreme Court? Not the Supreme Court, not the Justice Department, not the CIA, DIA, FBI, ATF, ATE, NBC, not even G.O.D. Well, how come the government isn't allowed inside its own building? Government? Pyle, the Fed is a private bank owned by private stockholders. Do not let the name Federal fool you. This place is about as federal as Federal Express. A private bank? But private? Shh. Best to keep your voice down, Pyle. This is Ethan, Federal Reserve. Hey, Eth, Bill here, First National. Hi there, Bill. How are you? Good, good. We're running a little low on money. No problem. How much you need? Oh, how does 20 million sound? What? Excellent. We'll ship it over first thing tomorrow. Wait, he can just call up the Fed and ask for more money and they give him whatever they want? No, Pyle. The Fed don't give the banks money. The Fed loans the banks money. The banks have to pay it back with interest. Now, come on, time to go. Wait. I still don't understand. Where does the Fed get their money? I mean, if they're a private bank. You said they're a private bank, right? Okay, so who puts money into the Fed bank? This is Mel, United States Mint.
IML, First National needs another 20 millis. We're already running the presses full steam here, Ethan. Gotta keep making loans, gotta keep the money flowing. All right, you're the Fed. Whatever you guys say. 20 million more by morning. But I don't get it. What's so wrong about the Fed printing money? Because it's unconstitutional, pal. Our treasury is supposed to create our money, but now the Fed controls the printing of America's money. Nobody gets a friggin' dollar that the Fed didn't print. So, they print the money, then they loan it to the government, then they charge the government interest, and then the government taxes you to pay for it. Wake up, pal! God, I don't see what the big deal is. You know, you're right, pal. Wait a minute. Wait, I am? Yeah. I forget how effective they are at keeping you ignorant. Well, that's okay. Hey, I'm not ignorant. Do you even know what money is, pal? In the long, long ago, people bartered. They traded things they had for things they wanted. I'll trade you my raspberries for that there pot pie. I don't want your berries. Come on, pal. Sweet berries. They're not sweet. They're old, and I don't like berries. Give me that pot pie! No. As you can see, this bartering situation created some problems. Then, one day, a goldsmith walked up and said... Now, everybody thinks gold is valuable, so why doesn't everybody trade gold for things they need? A price was set for gold, and now it was very easy to conduct commerce because people could trade gold for all the things they needed. Hartman! Wow, look at all my gold! Hey, stop them! That's my gold! Damn thieves! Say there, Pyle. I've got a vault and some guards. I can keep your gold safe for you, for a small fee. Yeah, sure, that'd be awesome. You see, Pyle, this is how the first bank made money. There you go, Pyle. I owe you 100 gold coins. Okay, great. Come back anytime and redeem your gold when you want it. It'll be right here, in my vault. Now you're holding the very first paper money, pal. Wow, this is great. It all makes sense. Oh, that's right. It was good, and everybody started using IOUs because everybody knew the IOU was as good as gold. Wow, this candy is really a good price. 1 IOU. I'm getting some more for later. Hey! Wait a minute, it was just 1 IOU. 10 IOUs for chocolate? We can't just raise prices like that. Oh, the Candyman can. Oh, the Candyman can. Wait, that is just frickin' wrong. It's called inflation, pal. It makes your IOUs worth less and less until they are worth nothing. Less bang for the buck. Dollar ain't what it used to be. But I worked hard and I baked all those pot pies. Now I have to work harder to make less? That's not fair. Oh, if you think that's not fair, you're gonna love the next part. What's he doing? How do banks make money, pal? By making more loans? Oh, that's right. He's good. See, he prints more IOUs without any more gold, loans them out for interest, makes a pretty penny, and nobody is the wiser. Unless everybody wanted their gold back at the same time. No. That's my gold. Not anymore. What are you talking about? I'd like to redeem my IOUs, please. Thank you very much. Hey! No! I want my gold back now! Thief! Thief! Gotta love the bank run, bringing people together. See, they all found out he was stealing, made a run on the bank, and demanded their gold, but as you can see, there ain't no gold to get. Hartman! Don't worry, pal. Back in these times, vengeance will be yours. 3 things in this world you don't do. Never mess with another man's woman. Never mess with another man's ego. And most importantly, you never mess with another man's money. Else, the man will mess with you. My God! You hung him? Yes, pal. Oh, we hung him. We hung him high. And do you know why? Well, because he was a thief? Because, pal, an evil invention was born. Man discovered how to turn worthless paper into gold. Thus was invented the ultimate machine to steal real money and enslave all the nations on Earth. It's alive!
Oh, now come on. You're just being dramatic. I mean, I lost my house, but... What is that? Explain. A nuclear power plant? Mm-hmm. Produces lots of electricity and little pollution. An invention for the good of humanity. Okay, but what's this have to do with... 3, 2... Holy atomic energy. A discovery more powerful than anything man had yet conceived. It can be used for good or evil. Now, unlike Einstein, the goldsmith's discovery has been kept a closely guarded secret. It was never intended for you to see. This discovery is called fractional reserve banking. In the wrong hands, it's more powerful than the nuclear bomb in its ability to completely and utterly destroy a nation who is subjected to its perversion. No, 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 no. It is time we stop this evil secret and the men behind it. You're being ridiculous. Before America is destroyed forever. Believe it, Pop. Oh, where are we? Battle of Waterloo. Hold on, we gotta get through. A money machine. There it is. Hey, is that the same people? Rich banker men from Germany flying under the banner of the Red Shield. They finance both sides of the war. We must hurry! That's him, the Red Shield courier. Shoot him! No, I'm not shooting anyone. Damn it, Pie. What? He beat everyone back with the news of the war and told England that Napoleon won. The Red Shield bankers in London pretended that England was doomed and started selling their English stocks. The English went into a selling frenzy to get rid of worthless English money. But the English won, right? Of course they won, but it was a trick by Red Shield. They waited until the stocks plummeted to pennies and then bought England back for nearly nothing. What? They did that? How? When the English leaders found out, they had no choice but to give themselves over to the Red Shield. Their money was gone and they were slaves to the Red Shield war debt. Since that time, the English have been paying their national taxes directly to the Red Shield private bankers. The people have no idea. But the bankers bragged about what they did to us, laughing at us all the way to the bank. Why, it's the best business I've ever done. If I can control a nation's wealth, I care not who makes its laws. Oh, is this what Jefferson wanted to show me? No, Pyle. Look. They're in America, too? The Red Shield banks are here, Pyle. Seeking a way to conquer our American dream. The dream you have, Pyle. The dream of free men. They tried to take over our country many times and failed because Jefferson and the Patriots vowed to stop the evil tyrants at all costs. By authority of eternal God, he would not let the bankers win here. To preserve our independence, we must not let our rulers load us with perpetual debt. We must make our choice between economy and liberty or profusion and servitude. Wow. I place economy among the first and most important of Republican virtues, and public debt is the greatest of the dangers to be feared. It is incumbent on every generation to pay its own debts as it goes. We must have a central bank to secure this country's finances. If the American people ever allow private banks to control the issue of their money, first by inflation and then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of their property until their children will wake up homeless on the very continent their fathers conquered. Jefferson, you're mad. This country will have a central bank. Who's that? America's first Secretary of Treasury. Alexander Hamilton? Not for long. Aaron Burr, Thomas Jefferson's vice president. They didn't take too kindly to our first Sec Treasury. Sweet shot, Burr. The first attempt at a central bank only lasted 20 years and we shut it down. But the bankers tried again against Old Hickory President Andrew Jackson. You are a den of vipers and thieves. I intend to rout you out. Then by the eternal God, I will rout you out. After surviving an assassination attempt, Jackson finally defeated the bank in 1836. When asked what was the greatest accomplishment in his life, Old Hickory replied, I killed the bank. And those were his last words. I
killed the bank. And with real money backed with real gold, our country experienced the greatest boom in any nation's history. Oh, it was beautiful, pal. But the bankers, greedy for more power and wealth, were concocting their most ambitious plan yet to once and for all take control of the finances of the United States. In 1910, a secret meeting was held at the J.P. Morgan estate on Jekyll Island off the coast of Georgia. This meeting was so secretive, so concealed from government and public knowledge that the 10 attendees used code names. I am clearly the richest man, so I should be the one to run the super-secret central bank. I own all the oil in America. I'm clearly richer than you will ever be, hula girl. I should run the super-secret central bank. You're nothing compared to me, lube job. I shall run the secret bank. Silence! Supreme Master Leader, I didn't know you were gonna be here. I'm not. Neither are you, dumbass. Oh yeah, right. He's so smart. None of you shall run the bank. We have failed in the past because of openness. This time, the key to success is secrecy. The people must believe that they run the bank. Yes, brilliant! A sneak attack. What's the plan? We first create panic, then we show them the solution. With our man in office and well-planned timing, we will have our central bank. And so the people think it is theirs. We shall christen it Federal. The Federal Reserve. They struck on December 23rd, 1913. When most of our Congress were at home eating fruitcake, these bastards, I mean bankers, presented their treasonous act to their newly elected accomplice, Woodrow Wilson, who had fortuitously already agreed to sign it before he was even elected. Wait, the IRS? I thought we always had the IRS. No, pal. They did this to us too. The Fed now has the exclusive power to print America's money. They loan this money to our banks and our government at interest, putting immediate debt on our own money, printing more and more, so each dollar they print becomes worth less than the one before. Merry Christmas. What in the hell is that? That pie is how our government now must pay back these debts to the Fed. Your taxes do not go to your government. They don't? It's the greatest theft in human history. But, okay, I mean, I sort of get what you're saying, but it's all so confusing. And really, Hartman, I don't see how it affects me at all. If I had more money, none of this would have happened. Hartman? 1955? Wow, what are we doing here? Oh, a little bit of shopping. Here, hold this. Gallon of gas, 23 cents. Postage stamp, 3 cents. Ounce of gold, $35. Hot baby, priceless. Best be getting back. Hey, Hartman, I need my car, man. Oh, was that Michael J? Yeah, he'll be fine. Now, pal, would you agree that you have the same exact things you had in 1955? Yeah, 1 stamp, 1 gallon of gas, 1 ounce of gold, and 1 home. Wow, we just made a lot of money. Hey! Gotta pay your taxes. Bet it's nice to have made all that money. Wait, that isn't fair. Now I actually have less money. I can't even go buy the things I just sold. The IRS and the Fed's inflation work together, pal. They aren't just taxing gain, they are taxing their inflation. You are no richer than you were in 1955. Now, does that sound fair or American to you? Yeah, but I mean, who doesn't hate taxes? I hate the IRS anyway. Pal, the higher they make the inflation, the more your money they take. It's thievery. You're not paying taxes on any more. You are paying taxes on the same, and now you have less. They take our property away right in front of our eyes, just like Thomas Jefferson said they would. What's that? Oh, they found us! Quick, my sword!
What sword? We don't need your banking machine. I'll condemn you to die, damn it. Die! Pile! Bernanke bogey on my 9. Take him at his knees! For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence. What's happening? Where am I? I believe perhaps you understand now, pal, but you are afraid. JFK. Hartman, what does this have to do with my house and my dog? Oh, okay, that's enough. I want to go home now. This is the last president to stand up to the Fed. You must see. On June 4, 1963, President Kennedy signed Executive Order 11110. This executive order empowered the U.S. Treasury to issue real money without the Fed. It would have worked. Kennedy's plan to dismantle the Federal Reserve machine had begun. But 6 months later, John F. Kennedy went to Dallas and never returned. No way. No way they could do that. The new president, Lyndon Johnson, threw out Kennedy's order. And since JFK, no president has dared confront the secret powers behind the Federal Reserve. They consolidate bigger and bigger banks, print more and more money, accountable to no one, decimating our nation's wealth for the benefit of a few. Why? Why do this? If they hurt us, it hurts the global bankers too. No, pal. They are protected. They are too big to fail. But I'm not. Those sons of bitches! Sons of bitches all. Bien, continuons. Je crois que vous commencez à comprendre à quel point nous pouvons considérer l'argent comme un outil, un objet qui n'a de valeur que si vous lui en donnez une. C'est pour ça que nous devons gérer l'argent de manière à permettre au moins le transfert des valeurs à l'intérieur de la communauté. Et vous vous dites, et vers l'extérieur de la communauté ? Eh bien on crée une monnaie nationale, qui est gérée par la corporation des banquiers. Ils détermineront la valeur de celle-ci en se basant sur une moyenne haute calculée par le nombre et la valeur de chaque monnaie dans le pays. Chose que j'ai oublié d'expliquer par rapport aux rentrées d'argent pour l'individu. Dans des conditions normales, le système de revenu de base sera appliqué à partir de 16 ans jusqu'à la mort. Le revenu de base sera calibré pour permettre aux individus de pouvoir acheter les marchandises considérées comme étant non vitaux, ou plutôt de confort. Donc le logement, les aliments non transformés, la santé, Internet, l'électricité, l'eau potable, l'éducation et la culture font partie des droits régaliens des individus et ne peuvent être marchandisés. Si une personne dans la communauté a tout fait pour ne pas faire ses devoirs envers la communauté, devoirs que je vous expliquerai plus tard, il pourrait se voir classé parmi les ermites, soit de manière définitive, soit sur une période déterminée. Ses biens seront saisis le temps de la punition et bannis hors de sa citadelle. Il sera dans l'obligation de se trouver un endroit pour se loger parmi la faune et la flore locale, et lui sera remis tout le nécessaire afin qu'il puisse se faire un campement à minima, machette, corde, bâche, hamac, etc. Et un pot de graines diverses et variées de légumineuses et d'autres plantes dont les fruits sont consommables. Il pourra être réintégré à la communauté s'il ramène une certaine quantité de ses récoltes, quantité qui aurait été définie lors du procès de l'inculpé. Si l'environnement permet difficilement les récoltes, un arc et une quantité de flèches triple à la valeur de la somme de bêtes qui devra être chassée lui sera remis. Pour terminer sur les ermites, si une personne est totalement consentante pour s'exiler de la communauté, le compte bancaire ne recevra plus le revenu de base, mais il continuera à cumuler son salaire à vie. S'il a fait l'ensemble des séjours de service, il pourra être réintégré à la communauté sur sa volonté. S'il n'a pas fait l'ensemble de son obligation sociétale, dont je vous parlerai plus tard, un pot de graines, un arc ou des flèches lui sera remis, avec la somme de son amende.
Si une personne a déjà fait ses jours de service et qu'il déménage vers une autre communauté de communes, il ne lui sera pas demandé de travailler, hormis si l'individu le veut. Par contre, pour une personne n'ayant pas terminé son solde d'obligation, celle-ci sera communiquée à sa nouvelle communauté, chose que je préciserai plus tard. Dans ce genre de système, il pourrait exister qu'une seule forme de taxe, nommée assurance. Chaque individu aura un compte que personne n'aura le droit de toucher, et utilisable seulement pour tout ce qu'une assurance est censée faire normalement. Le solde de ce compte sera pris sur le salaire de tous les gains faits au travers des corporations. Si une personne n'a plus de solde, il pourra évidemment utiliser son compte bancaire régulier. Dans le cas d'une personne réellement en difficulté, par rapport à sa condition, autant financière que par sa situation de santé par exemple, et qu'il serait dans le cas de ne pas pouvoir payer les frais, celle-ci serait effacée. Le salaire à vie sera calculé de 20 à 50 ans, sur la moyenne de valeur des œuvres faites parmi les corporations que l'individu aura côtoyées. Pour les tâches de confort, il pourrait être demandé, je pense, c'est pas à moi de le déterminer, la même valeur de temps consacré pour le bien commun, 4680 jours, c'est-à-dire moins de 13 ans de travail. Évidemment, si on se rend compte d'abus graves, de graves dérapages dans la gestion de l'économie, et si vous avez des preuves factuelles, indiscutables, sur la volonté de nuire de la part d'individus sans faire de distinction sociale, il se pourrait que vous devriez appliquer la peine de mort pour les affaires les plus graves, légitimes, puisque c'est votre bien commun qui doit être préservé, coûte que coûte. Et pour terminer, je tiens à préciser, si vous n'avez pas remarqué, ça sera la corporation des banquiers qui distribuera les salaires directement sur votre compte, à partir des registres des œuvres que chaque corporation tiendra au jour le jour. En d'autres termes, la corporation des banquiers aura comme rôle de battre monnaie pour la communauté, de garder les comptes courants et comptes d'assurance des individus, de calculer le salaire à vie des individus, de distribuer le revenu de base et le salaire à vie des individus, de calibrer la valeur de la monnaie locale selon les besoins de la communauté et fixer la valeur de la monnaie nationale. Alors également, il y a Facebook qui a décidé d'identifier, ils vont certainement identifier les publications parodiques, d'accord, parce qu'il y a des gens qui sont trop premier degré, ils sont trop cons, ils comprennent pas. Par exemple, il y avait des articles, les détenteurs de monosourcils obtiennent le droit à une pension, et c'est vrai qu'il y avait des abrutis en dessous pour commenter, et moi alors j'ai les doigts palmés, tu vois, ils sont cons. Mais quand on regarde certaines annonces gouvernementales, les copains, c'est pas si con que ça de les identifier, les parutions parodiques, parce que faut y aller. C'est-à-dire quand le gouvernement annonce un ancien banquier d'affaires de chez Rothschild nommé ministre de l'économie par le président qui était en guerre contre la finance. Parodique ou pas parodique? On sait pas. Le président de la République nomme le Premier ministre qui a fait 8% aux primaires socialistes. Gorafi ou pas Gorafi? On sait pas les copains, c'est pas si simple que ça. Manuel Valls, lui, c'est le nouveau héros des patrons. Quand Gattaz, il a su pour le remaniement ministériel, il paraît qu'il s'est arraché une côte, il s'est auto-sucé. Les patrons, ils l'ont acclamé à leur congrès et tout. Ouais, Manu. Manuel Valls, il a dit j'aime les patrons, j'aime l'entreprise. Rien pour les salariés. Pour un homme de gauche, drôle d'idée. Il faut rassurer les patrons. Continue à faire le grand écart de la baisse, toi mon pote. Quand tes adducteurs ils vont lâcher et que tu vas te retrouver avec les genoux au niveau des oreilles, on sera là pour en rigoler. Alors, et qu'est-ce qu'il trouve de rien de mieux à faire? Il nous met en ministre de l'économie, le mec, un ancien banquier d'affaires, alors Emmanuel Macron, si tu veux. Alors si on va pas le présumer enculé, même s'il a le bon CV, le mec, mais c'est quand même le mec qui avait présenté le pacte de responsabilité, à savoir l'exonération fiscale de ouf pour les entreprises sur les taxes sociales, tout ça. Alors, gros cadeau aux entreprises, c'était son idée, c'est lui qui va l'amener à bout. Alors, il a aussi dit, récemment, qu'il fallait abolir les 35 heures. Alors là, moi je dis avec des accords syndicaux, on pourrait passer outre les 35 heures. Et puis quoi encore? Sous un ministère de gauche. Ouh, t'as vu ça mon copain? Alors toi, déjà je vais te dire un truc, il y a un chiffre qui est sorti cette semaine, comme quoi les entreprises françaises ont la palme de l'augmentation des dividendes sur un an, elles ont eu une augmentation de dividendes de 30%, d'accord? L'Allemagne c'est 4%, toujours cité en exemple l'Allemagne. Alors également, les entreprises françaises versent 7 milliards d'euros de plus de dividendes que les entreprises allemandes, qui sont tout le temps citées en exemple. Donc peut-être, il y a une piste de réflexion là, où on est complètement à côté
côté de la plaque. Je te le dis, hein, t'es jeune, t'es fringant, bon t'as l'air un peu coincé, on dirait que t'as du sable dans le gland. Mais à part ça, t'es fringant, fais pas trop le fou quand même mon copain. Hein, parce qu'un matin, tu vas te réveiller avec une bite sur le front dessinée à la brûlure de cigarette, tu sauras pas s'il faut rire ou pleurer. Je préfère te prévenir.